D'abord, on voulait vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Nous allons nous présenter. Je suis François Darosa, je suis responsable commercial chez Synthesio France, en charge de tout le développement commercial. Aujourd'hui chez Synthesio, je micro à François. Ouais, enchanté, François Thibault, moi je suis solution engineer chez Synthesio depuis maintenant 5 ans. Et après je vais rendre le micro à François et puis on se reparle tout à l'heure. Vous voyez, on a parmi les valeurs de Synthesio, il y en a deux qui sont assez vite exprimées. Tout d'abord, il y a le fun. Je pense que vous le voyez avec l'ensemble des tote bags que vous voyez sur vos chaises et que je vous invite à prendre ensuite. C'est la petite note humoristique qu'on souhaite apporter. Et puis il y a la simplicité, parce que vous allez voir, nous c'est relativement simple. Quand on fait des présentations chez Synthesio, généralement on a le même prénom et à peu près un petit peu de part, mais à peu près les mêmes carburants. Voilà. Donc c'est plutôt ce qui nous caractérise, la simplicité. Bon, aujourd'hui, je vais pas tellement vous parler de social listening, pour ceux qui connaissent déjà Synthesio. Aujourd'hui, on va beaucoup plus aborder les sujets des tendances, de tout ce qui est études de marché, segmentation, de tout ce que l'on peut faire aujourd'hui à partir de la donnée sociale et de l'analyse de cette donnée sociale. Et pour cela, on va revenir quelques années en arrière. Je vais revenir en 2015. En 2015, il y a un acteur du marché automobile qui a tout à fait compris une des méga-tendances qui était en train d'arriver. Cette méga-tendance, c'est celle de la mobilité responsable et qui s'exprime pour un constructeur comme BMW par le développement de toute une gamme qui a été toute une gamme de véhicules 100% électriques qui a coûté des millions en termes d'investissement et qui leur permet de pouvoir créer la voiture du futur, et cette voiture 100% électrique, BMW. Et BMW a bien compris cette tendance-là, et BMW, sur ce cours qu'on voit de l'action BMW, aujourd'hui est reconnue sur le marché comme étant la marque automobile qui a réussi à bien compris cette tendance-là sur le marché des véhicules haut de gamme. On se projette 4 ans plus tard, juillet dernier, Harald Kröger, CEO de BMW, démissionne en fracas suite, regardez, à la brusque chute du cours de bourse de BMW et des résultats qui n'étaient pas là. Et donc du coup on se pose la question, on se dit mais pourquoi est-ce que BMW, qui a travaillé sur cette méga tendance, qui en face, vous avez Tesla qui est arrivé exactement sur cette méga tendance de la mobilité responsable, quelle a été la différence entre Tesla et BMW pour aujourd'hui avoir un Tesla qui prend complètement le lead en tant que nouvelle marque sur ce marché? Alors on va parler de disruption, on va parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est de voir que Tesla a bien compris une chose à travers l'étude des conversations de ses consommateurs et des consommateurs de véhicules haut de gamme, c'est que ces consommateurs souhaitaient de la singularité. Et c'est là où on voit la différence entre une méga tendance et une micro-tendance et les signaux que vous pouvez avoir aujourd'hui sur votre marché. Parce qu'aujourd'hui, les méga tendances, dans la plupart des entreprises dont vous faites partie, vous les avez identifiées, ces méga tendances. Alors je vais vous en citer certaines que vous connaissez sans doute. Vous avez la gamification. Aujourd'hui, lorsqu'on présente un produit, vous présentez un nouveau service, vous le présentez d'une manière beaucoup plus ludique qu'avant. Regardez Nike qui a bien pris ce créneau-là avec Nike Fuel, qui est votre bracelet qui vous permet de pouvoir traquer toute votre activité et de pouvoir jouer avec. Ça, c'est la gamification. Vous avez la consommation éco-responsable. On va en parler juste après dans le secteur plus spécifique de la food, avec des micro-tendances telles que le local, telles que la transparence sur les produits, telles que les packaging responsables. Les marques qui ont un sens, les marques qui vont donner du sens à votre consommation. Donc ça, vous avez par exemple Burger King qui va développer tout un burger au moment de la Gay Pride dont les bénéfices vont être reversés pour des associations LGBT. Toutes ces grandes tendances, vous les suivez. Toute la problématique, et pour éviter le cas BMW, c'est que vous devez suivre les micro-tendances et écouter et comprendre les conversations des consommateurs. Pour écouter et comprendre les conversations des consommateurs, notamment, où est-ce qu'aujourd'hui les conversations se passent? C'est bien sûr online. Moi, je vais vous parler d'une petite anecdote personnelle. Ça, on va rentrer dans le cadre de la food et dans le cadre de ce moment lunch. Je vais vous parler d'une jeune fille que j'ai rencontrée lors d'un shooting en 2016. Cette jeune fille s'appelle Julie Chapon. Elle venait de quitter un cabinet de conseil il y a quelques mois et pour créer une start-up spécialisée dans
la lecture des étiquettes et pour pouvoir rendre les étiquettes de l'ensemble des produits agroalimentaires beaucoup plus abordables et beaucoup plus compréhensibles pour l'ensemble des consommateurs. Lorsque j'ai rencontré Julie en 2016, elle pensait avoir à peu près 30 000 abonnés, elle disait 30, 40 000 abonnés à la fin de l'année. À la fin de l'année, il y avait plus d'1 million de téléchargements en 2016. Et aujourd'hui, vous en êtes, plusieurs années plus tard, à 11 millions de téléchargements de l'application Yuka. Qu'est-ce qu'a fait Julie pour pouvoir bien comprendre cela? Alors qu'aucune des marques de l'agroalimentaire n'avait développé une application qui permettait d'avoir la transparence sur tous ces produits. Aucun retailer, je sais qu'il y a beaucoup de retailers aujourd'hui présents au forum, aucun retailer n'avait pensé à une application qui allait bien expliquer tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ces produits. Et bien finalement, Julie a été regardée autour d'elle, a été écouter l'ensemble des conversations dans son réseau et a vu qu'il y avait un véritable besoin. Et ces conversations-là, finalement, elles existaient déjà. Elles existaient sur les réseaux sociaux. Et vous les aviez déjà auparavant. Puisque aujourd'hui encore, vous avez plusieurs milliers de mentions chaque semaine qui va concerner Yuka, ou du moins la transparence sur les produits. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a certaines marques qui ont bien compris, en observant les conversations, la donnée sociale, qu'en effet, il y avait certaines micro-tendances qui étaient en train d'émerger sur l'ensemble des conversations. Et je souhaiterais saluer l'exemple d'Intermarché, qui a parfaitement compris cette micro-tendance Yuka, et qui a sorti cet été, qui a supprimé cet été 142 additifs sur 900 de ses produits. Le phénomène Yuka, il faut bien comprendre que ce n'est pas le phénomène d'une application. L'application n'a rien d'extraordinaire. C'est un phénomène social. Les gens en ont parlé et continuent aujourd'hui à en parler. Et ça, Intermarché l'a très bien compris parce que non seulement Intermarché a réussi à pouvoir montrer la différence qu'ils avaient apportée sur leurs produits, donc la pure R&D, mais ils ont incité les gens à en parler de cette micro-tendance. Donc on va voir, je vais laisser le micro à François pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut aujourd'hui détecter ces micro-tendances. Merci François. Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que François a bien souligné l'importance effectivement d'être au fait des tendances, des micro-tendances qui peuvent impacter un marché. C'est même plus d'ailleurs que de l'importance puisque c'est devenu une peur et même un concept, celui de Fear of Missing Out, comme vous voyez, donc FOMO. Et c'est partagé par évidemment beaucoup de brand managers, puisque évidemment ils ne voudraient pas passer à côté d'un événement qui pourrait impacter leur marque, que ce soit de manière positive ou de manière négative. D'accord? Et donc en réponse, je dirais à ça, certainement le social listening peut participer. Aujourd'hui, une plateforme de social listening, et les plateformes de social listening en général, elles permettent d'avoir des bribes de réponse sur ces choses-là. Mais on n'est pas du tout encore dans une analyse qualitative qui va expliquer le pourquoi du comment quelque chose est en train d'impacter ma marque. D'accord? Et donc nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est créer un module, si vous voulez, qui va vous permettre d'avoir des réponses simples à vos questions simples. Donc les personnes qui utilisent aujourd'hui le social listening, c'est qu'est-ce qui impacte ma marque à l'heure actuelle et pourquoi est-ce que cela impacte ma marque? De quelle manière est-ce que cela impacte ma marque? Alors nous, grâce à Signals, et je vais vous le montrer dans un instant, on apporte ces réponses simples et on diminue le temps jusqu'aux insights qui aujourd'hui effectivement peut être fastidieux en allant chercher, creuser dans la donnée, qui va nécessiter du temps humain, de l'analyse humaine, etc. Et Signals, c'est vraiment d'abord la résultante aussi d'un mix gagnant, à savoir de la collaboration qu'on a aujourd'hui, puisqu'on fait partie d'Ipsos depuis maintenant 1 an, c'est l'intégration, si vous voulez, de tous ces concepts statistiques, ces modèles statistiques qui sont validés et acceptés par tout ce secteur et l'industrie des études de marché au sein d'un secteur tout à fait différent, qui est à la base mené par des startups, et ici, donc, ce secteur du social listening. D'accord? Donc c'est vraiment effectivement le bridge des deux, et les deux ensemble qui font qu'aujourd'hui on pense vraiment pouvoir amener des réponses simples, et en tout cas aller beaucoup plus qualitativement que les autres en termes de réponses. Mais parlons Food Trends 2020, donc je vais revenir sur ce que François parlait, une méga tendance. D'accord? Donc on a effectivement une méga tendance qui est le fait que tout le monde fait de plus en plus attention à ce qu'il mange, et c'est quelque chose que tout le monde sait, tout le monde est au courant de ça. Maintenant, effectivement, au sein de cette tendance, il y a des micro-tendances. D'accord? Comment est-ce qu'aujourd'hui on va les détecter? Il n'y a pas vraiment de possibilité, en tout cas c'est pas si évident que ça. Et ça pourrait vraiment
fortement impacter votre marché. Et donc ici, Signals va vous faire remonter différents signaux qui vont être effectivement les prémices de ces tendances ou même des tendances telles quelles. Voilà, donc par exemple, un des signaux qui va être le début d'une tendance pourrait être par exemple les pics d'engagement autour d'un certain événement, je dirais, et au sein d'un marché. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a eu un pic d'interaction en mars autour de tout ce qui était manger responsable. D'accord ? Donc il y a de nouveau cette question, qu'est-ce qui se passe au sein du marché autour du manger responsable ? Là, on vous les donne comme un article de journal, donc c'est aussi une toute nouvelle manière de naviguer, je dirais, dans vos données sur le social listening, et donc on fait remonter tous ces articles. Après, libre à vous d'aller cliquer sur ces articles et d'avoir la réponse à votre deuxième question pour comprendre pourquoi est-ce que cela est arrivé. Et donc vous allez le voir ici dans la petite vidéo, donc je clique effectivement sur mon article, j'ai un rapport contextuel qui va être généré de manière tout à fait automatique et qui va me permettre d'avoir les clés de compréhension de cet événement-là. Okay, donc par exemple, ici, je sais qu'il y a un pic de mention, quelques chiffres clés qui vont me permettre de quantifier déjà cet événement-là. Ensuite, pour le contexte, effectivement, on va vous faire remonter les top words, donc les mots clés qui sont le plus ressortis pendant cette période-là. On va pouvoir voir aussi que pendant la période du pic d'interaction, on va avoir plus de choses qui vont se passer sur YouTube. D'accord ? Donc comprendre aussi où est-ce que ça se passe, ce pic d'engagement. Et ensuite, on va aussi avoir ici la carte du monde avec les pays dans lesquels ça se passe. Forcément, ici, on est sur une écoute franco-française et donc ça se passe en France. Deuxième élément aussi super important en termes de contexte, c'est les mentions. Et quelles sont les mentions qui drivent ce pic d'engagement? Et ici, par exemple, on voit qu'en fait, c'est lié à une pub de Auchan, une vidéo qui parle de ces filières responsables, etc., etc. Et ça a drivé évidemment beaucoup d'interactions. De nouveau, c'est ce qu'il y a de plus simple, je dirais, en termes de détection de tendance, c'est un pic d'engagement. Après, on pourrait évidemment aller beaucoup plus loin que ça, et ça va devenir de plus en plus intéressant. Vous allez le voir, on va par exemple pouvoir suivre l'évolution de l'intérêt autour d'un sujet donné. Donc effectivement, là, comme vous pouvez le voir, on voit, par exemple, depuis septembre 2017 jusqu'à septembre 2018, une très forte hausse en termes d'intérêt autour de tout ce qui est emballage alimentaire. D'accord ? Donc effectivement, si vous êtes dans le retail, vous pouvez effectivement utiliser ça dans votre communication pour surfer sur cette tendance-là qui a été détectée directement ici par l'outil. Après, il y a évidemment des signaux qui sont plus faibles, qu'on détecte moins à l'œil nu, et par exemple, si votre analyste était en train de justement plonger, creuser dans les données, il passerait peut-être à côté. Ici, de nouveau, de cette manière, vous pouvez scroller, vous aurez toutes les choses, signaux faibles et plus importants, qui pourraient potentiellement être intéressantes pour votre marque. Ensuite, au-delà de l'évolution de l'intérêt autour d'un sujet, il y a aussi des modèles qui sont empruntés aux études de marché. Ça, c'est un mapping perceptuel que peut-être vous avez déjà vu, qui est souvent utilisé dans des études qualitatives pour comprendre la place des différentes choses et comment est-ce que les choses influent sur un marché ou les marques en général. Et donc, par exemple, ici, on va avoir sur ce mapping, le volume de mentions autour des différents sujets qui sont monitorés et la croissance moyenne de ce volume de mentions. Et donc, par exemple, ici, on voit que dans les hauts potentiels, on va retrouver les applications éco-responsables. Par exemple, si les retailers avaient utilisé Signals, ils auraient directement pu voir qu'il y avait effectivement un accroissement très rapide du nombre de mentions autour des applications éco-responsables et potentiellement utiliser ça pour surfer sur cette vague-là, comme l'a fait par exemple Intermarché. D'accord ? Donc ça permet vraiment de comprendre ce qu'il faut faire, où est-ce que vous êtes, et les choses qui pourraient effectivement vous être utiles en termes de réalignement de communication et que vous pourriez utiliser. Mais je vais continuer avec un autre signal qui va être remonté directement par la machine, donc par ici l'outil de Synthesio. Simplement, on va par exemple avoir les sujets les plus conventionnés. Forcément, si le sujet est conventionné, ça permet de comprendre qu'il impacte, je dirais, votre marque. Mais qui est conventionné avec vous, c'est aussi quelque chose qui est évidemment super important à savoir pour comprendre de quelle manière est-ce que ça pourrait de nouveau impacter votre marque. Ici, par exemple, on voit que manger bio et manger responsable sont des sujets qui sont très souvent conventionnés ensemble.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, de nouveau, quand on parle de manger bio, on sous-entend manger responsable. En tout cas, c'est deux sujets qui sont très souvent utilisés. Donc évidemment, un signal important et intéressant quand on est, que ce soit au niveau d'une étude de marché comme celle-ci sur les méga-trends ou sur les micro-trends au niveau du food, mais aussi dans un contexte de marque, voir avec quelle marque ma marque est aussi mentionnée, etc., etc. Donc vraiment, ça offre une compréhension, je dirais, plus qualitative. Évidemment, à chaque fois, et ça c'est important parce qu'on l'a vu que dans le premier slide avec la vidéo, à chaque fois, si je veux comprendre plus par rapport à ce signal, je peux cliquer sur la case et j'ai ce rapport contextuel qui va me permettre effectivement de comprendre le pourquoi du comment, sur quel chat par exemple est-ce que ces termes sont les plus mentionnés ensemble, quels sont les autres mots qui sont mentionnés au même moment, etc. etc. Et ceci c'est quelque chose que moi j'aime tout particulièrement, c'est les corrélations. Donc corrélation, on sort du côté commention, puisqu'on ne parle absolument pas de sujets qui sont mentionnés ensemble, mais par contre on a trouvé une corrélation. De nouveau, c'est un modèle statistique qu'on a emprunté à Ipsos, et qui en fait, c'est l'étude, si vous voulez, de l'écart type entre les différentes courbes. D'accord? Donc c'est pas du tout quelque chose, on n'a pas comparé en transparence pour voir si ça évoluait de la même manière. C'est évidemment des modèles statistiques qu'on a empruntés à ce secteur d'études de marché, et ça fait des décennies que c'est utilisé par ces personnes-là. Donc effectivement, ramener, je dirais, un peu de data science dans le social listening, qui est effectivement un secteur assez nouveau, et où souvent on va avoir tendance à parler de tendance, alors qu'en fait la formule mathématique et statistique pour définir une tendance n'est pas vraiment celle-ci. Et donc ici, par exemple, on voit deux sujets qui évoluent, donc qui corrèlent, si vous voulez, dans le temps. C'est quand on parle de réchauffement climatique, on voit aussi que le manger responsable va évoluer de la même manière. Il y avait un autre exemple sur une étude qu'on a fait précédemment, c'était à savoir que le prix des gaz, les discussions autour du prix du gaz évoluaient aussi avec les gilets jaunes, pendant la crise des gilets jaunes. Quand on parlait gilets jaunes, à côté, de nouveau pas ensemble, mais on parlait aussi plus du prix du gaz en général. Et cette corrélation, elle peut être négative ou positive. Ici, je vous en montre une positive. Et si par exemple votre concurrent il a une crise, il connaît une crise, vous allez avoir envie d'avoir une corrélation négative. Vous allez en tout cas avoir envie de comprendre comment est-ce que l'événement qui arrive à votre concurrent impacte et corrèle avec votre marque, tout simplement. Effectivement, si la corrélation est négative, vous savez que, en tout cas, le public ne met pas, je dirais, tout ce qui se passe et ne met pas tous les acteurs dans le même sac. Voilà, tout simplement. Et donc, effectivement, si je veux dire un dernier mot pour terminer sur cet outil Signals, je pense que c'est vraiment vous offrir une nouvelle manière de naviguer dans les données en utilisant l'intelligence artificielle et justement en faisant remonter tout ce qui est intéressant au lieu, et donc en réduisant, je dirais, le temps jusqu'aux insights. Et voilà, donc en quelque sorte, de cette manière-là qu'on vient révolutionner en fait la manière dont on navigue dans les données sociales qui sont évidemment non structurées à la base. Une toute dernière chose ici par rapport à la saisonnalité qui peut être intéressante, qui n'est pas la même. C'est pas vraiment le même genre de signaux, mais c'est effectivement quelque chose qui peut être intéressant en termes communicationnels, de savoir quand est-ce que les sujets sont les plus discutés, quel jour de la semaine. Ici, on va prendre par exemple que quand il s'agit de food et d'éco-responsabilité, on en parle plus pendant la semaine que pendant le week-end. Voilà. Au-delà de ça, je vous ai parlé d'un module au sein de notre plateforme de social listening. Évidemment, ce n'est pas que ça. Il y a la suite du social listening. Elle comprend évidemment d'autres modules, la possibilité de diver. Je ne sais pas si parmi vous il y a beaucoup d'analystes, mais en tout cas, tout ça est complètement disponible. À côté de ça, on a aussi un outil d'analyse d'audience qui s'appelle Profiler, qui va utiliser les données Facebook pour venir vous donner un personnel à 360 degrés sur vos audiences. Et finalement aussi un centre de commande qui s'appelle BIM pour visualiser vos données de la meilleure des manières. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui. Comment les sujets sont détectés en amont avant d'être entrés dans l'outil pour analyse? Alors, c'est une approche qui va être itérative. Donc, dans un premier temps, effectivement, on va définir quelles sont les potentielles micro-tendances. Et puis, comme vous l'avez vu, comme on vous donne les top words et les top tendances au sein de ces micro-tendances, on va pouvoir venir rajouter des sujets dans le temps. Donc, c'est vraiment un processus qui va évoluer dans le temps. Et donc, c'est l'humain au départ qui identifie les sujets? Exactement. Oui. Et la machine va en découvrir d'autres et va vous permettre d'alimenter justement et de nourrir ce que vous suivez. Ce que vous faites pour compléter, vous allez collecter la donnée online en établissant un certain nombre de requêtes. Ce qui est important, c'est de voir ce que vous allez observer dans cette quantité de données online qu'on récupère. Il faut savoir que la donnée online qu'on va récupérer
va pas être uniquement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais va aussi aller chercher d'autres sources de données. Vous avez notamment tout ce qui est consumer reviews Amazon, vous avez tous les articles de presse, les blogs, les forums, etc. Et puis des sources plus spécialisées si c'est sur un marché micro-spécialisé. Donc on va faire un certain nombre de requêtes pour aller chercher toutes ces données-là, c'est la partie social listening. Et puis ensuite, une fois qu'on a ce pool de données, eh bien, Signals permet d'analyser dans ce pool de données les tendances, les micro-tendances qui peuvent apparaître. Oui, dis-moi. Est-ce que vous étudiez les rapports sociologiques pour déterminer les grandes tendances de l'année et ensuite essayer de faire des prévisions? Alors ça pourrait être utilisé pour faire ce genre de choses-là. Aujourd'hui, nous, on propose une plateforme qui permet de faire ce genre d'études-là. C'est pas notre métier, je dirais, de faire des rapports sociologiques en utilisant tout ça. Recueillir des rapports sociologiques et puis vérifier par rapport à si vous êtes en corrélation avant d'encourager l'analyse. Je suis pas sûr de comprendre votre question. La question en fait c'est est-ce que vous avez, parce qu'en fait il y a souvent des rapports sociologiques, Oui. des marques et comportement des consommateurs. Ma question. En fait, je pense que même la base ici, c'est du social listening. Donc on écoute les conversations qui sont en ligne et on va essayer de trouver des tendances au sein de ces conversations. Donc on peut parler effectivement de rapport sociologique puisque c'est effectivement un miroir de ce qui se passe, de la société en général, de ce qui se passe en ligne. Donc effectivement, on peut parler de rapport sociologique. Au sein d'Ipsos, effectivement, l'équipe d'Ipsos s'appuie aussi sur des rapports sociologiques qui existent pour mettre en perspective finalement les données sociales de Synthesio et qui existent par ailleurs, peut être universitaire ou par c'est le mariage des deux qui est pertinent. Merci. Sur l'aspect profiling, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Je sais que c'est intéressant du coup pour voir un peu les utilisateurs frontaux qui n'ont pas forcément ces systèmes. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Donc en fait, en termes de profilage d'audience, effectivement, si on regarde que le conversationnel, on loupe une partie des utilisateurs, ceux qui ne s'expriment pas spécialement. Et en fait, ici, l'outil qu'on propose, qui s'appelle Profiler, permet en fait de faire remonter de la donnée comportementale par rapport à une cible qu'on peut définir de plusieurs manières. Donc imaginons demain, toi ce qui t'intéresse, c'est d'apprendre qui sont les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, qui habitent à Paris et qui ont un intérêt pour les sneakers, par exemple. Tu peux le définir comme ça, de cette manière-là. D'ailleurs, c'est basé sur Facebook. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous donner un personnage 360 degrés par rapport à ces personnes-là. Donc, quelles sont leurs préférences médias? De nouveau, de par le screening de votre activité en fait, sur les réseaux sociaux, on va se dire, ben voilà, la personne qui habite, enfin, le jeune parisien qui aime les sneakers, il aime aussi TF1, M6 et autres. Et ça va beaucoup plus loin, évidemment, on a l'affinité avec les marques, on va pouvoir faire ressortir. On va avoir aussi des choses relatives aux hobbies, activités de cette personne-là, etc., etc. Donc, le nombre, enfin, la variété d'insights qu'on peut aller chercher grâce à ce site de profilage, évidemment, permet que ce soit utile dans plusieurs cas d'usage, media planning, content marketing, etc., etc. Et donc, c'est vraiment assez puissant. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, je t'invite à aller à l'Oxlab et mes collègues seront ravis de faire une démonstration de profilage. Il y avait une question aussi derrière. Oui. Moi, j'ai une question sur la donnée online. Comment est-ce que vous arrivez en fait à pallier au problème de privacy, étant donné que de plus en plus l'API ne permet pas de récupérer les informations de certains réseaux sociaux, et je parle vraiment uniquement de social media, parce que c'est vrai qu'il dit en effet qu'il y a toutes les données online reviews, blogs, etc. qui sont ouverts. Mais par exemple, moi, je suis digital stratégiste, je gère tout Instagram, tous les utilisateurs ont fermé. Oui, bon, de toute façon, tous les réseaux sont traités de manière différente. Effectivement, ça a pas mal changé ces derniers mois et ces dernières années avec le GDPR, etc. Maintenant, il y a toute une partie qui reste publique. Si on parle d'Instagram, en fait, ils ont juste adopté la même manière de fonctionner que Facebook. Facebook, ça fait quand même 4-5 ans qu'on peut aller uniquement aller chercher ce qui se dit sur les pages publiques, les pages des marques en général. Avant Instagram, et d'ailleurs c'était assez étrange, on peut aller chercher ce qui se disait par les personnes elles-mêmes. Maintenant, on va chercher ce qui se passe sur les comptes officiels. Donc ils sont juste alignés en fait avec ce qu'on faisait, avec ce qu'ils proposaient sur Facebook avant. Donc voilà, à côté de ça, il faut évidemment être rapide en termes d'adaptation, parce que ça change beaucoup et tous les jours. Mais voilà, tout ce qui est dans le domaine public, on sera toujours capable de vous montrer. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions?